cas du sud de la Loire, une région où il pleut vraiment, pas comme ici où il y a juste un peu de crachin, pour nous parler de la... Tiens, le pointeur est là. Pour nous parler de la prédiction de la radiosensibilité individuelle. C'est ça, je ne me trompe pas. Merci Bernard, bonjour à tous. C'est un gros choc pour moi de voir la pluie. Donc il fait froid chez vous. Hein. Donc je vous invite tous à Montpellier, vous verrez. C'est bien plus beau. Alors je cherche les internes de Montpellier. Merci, c'est bien. Je me suis fait engueuler parce que le magasin est vide là-bas, donc les PH travaillent. Voilà, ça y est. Il y a 3 jours, il ne faut pas être malade en France. Le 25 décembre, le 15 août et le cours de la CFGRO. Voilà. Apparemment, ça se passe mal après. On a quelques minutes ensemble pour parler de la prédiction de la réponse à l'irradiation. Je vais essayer de vous faire un peu le point là-dessus. Vous avez eu quelques messages hier par Nicolas Fauré, je pense, et donc je vais essayer de compléter tout ça. Alors, prédire la réponse, c'est la réponse tumorale et la réponse des tissus sains. Donc maintenant, vous allez voir, vous allez avoir les patients et vous allez vous dire, est-ce qu'il va répondre, est-ce qu'il ne va pas répondre sur la tumeur, et comme a dit Eric, est-ce qu'il va y avoir des effets secondaires. Et donc, le bénéfice clinique va être le point majeur à évaluer. Il y a 2 contextes très différents. Le contexte tumoral, vous allez le revoir cet après-midi, je pense. J'ai mis quoique, parce que la liaison entre le contexte tumoral et les tissus sains n'est pas vraiment très bien établie. Il y a probablement une interactivité entre les deux. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit finalement que la tumeur qui est en place, elle vient du tissu sain. Elle n'est pas venue d'ailleurs, c'est évident. Donc les mutations, en tout cas les modifications qui ont entraîné la tumeur, vont faire garder probablement une caractéristique, en tout cas une signature qui existait sur le tissu sain. Donc la réponse qu'on peut avoir sur la tumeur, elle peut être liée parfois à quelques paramètres des tissus sains. Alors j'ai mis pour la réponse tumorale, j'ai mis Eric Dutch. C'est toujours valable ? Il va venir normalement, hein ? Il t'a confirmé ? J'étais avec lui hier, il m'a dit qu'il venait, donc j'espère qu'il sera là. Parce qu'Eric travaille pas mal sur la radiosensibilité tumorale. Je vais vous donner quelques arguments et il va vous détailler tout ça cet après-midi. Les 2 situations très différentes en pratique clinique, c'est la tumeur est en place, est en place, et la tumeur est réséquée. C'est 2 concepts complètement différents pour évaluer la radiosensibilité tumorale. La première, la tumeur est en place, on est en néoadjuvant ou exclusif, on a des localisations secondaires, on irradie une métastase, ou on est dans une récidive locale, dans un champ déjà irradié. Donc, évaluer la radiosensibilité tumorale va dépendre de tous ces critères. La deuxième situation est la tumeur est réséquée en adjuvant. Il n'y a plus de tumeur en place. Le chirurgien a tout enlevé, en tout cas c'est ce qu'il vous a dit, et vous faites une radiothérapie. Vous faites une radiothérapie et vous allez lui dire, parce que ça va diminuer le risque de récidive. Mais il va vous dire, mais pourquoi tu irradies, puisque j'ai tout enlevé, pourquoi veux-tu que ça revienne ? Eh oui, c'est le grand concept de l'adjuvant. On traite quelque chose où logiquement on n'a plus rien, puisque c'est R0. Et pourtant il y a des récidives. Donc en fait, le grand principe de l'adjuvant, ce n'est pas d'essayer de traiter des cellules qui sont présentes encore, sinon ça serait R1, en tout cas dans la zone, mais c'est de traiter un endroit, une zone, où certaines cellules ont déjà pris le chemin oncogénique de la tumeur initiale. OK ? Donc ça veut dire que traiter les R1, ce n'est pas pareil que traiter une R0. Traiter R1, c'est traiter une tumeur en place. Traiter R0, une résection complète, c'est diminuer le risque que certaines cellules repartent dans le même cheminement tumoral que la tumeur initiale. Ça va, vous suivez ? Parce que pour le moment, c'est facile. Les modèles sont compliqués en transactionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour évaluer une radiosensibilité tumorale, vous avez les modèles de laboratoire. Alors, vous avez les xénogreffes. Hein. Vous prenez des lignées ATCC du labo, vous les achetez. Ou alors, de plus en plus, ça c'est la mode,
on fait des prélèvements de patients et on met en place des lignées cellulaires et des continuités de lignées cellulaires à partir des tumeurs de patients. Ça, c'est, à mon avis, le plus intéressant. La grosse critique de ces modèles, et vous allez tous faire des DEA ou des tests de sciences, j'espère, et donc vous allez utiliser des modèles que seul vous avez. Le grand avantage des lignées ATCC, c'est qu'on peut comparer entre labos, puisqu'on a pris le même modèle. Par contre, ce n'est pas très visible, pas très collé à la réalité, étant donné que ça ne vient pas du malade que vous avez au quotidien. Les prélèvements de patients, c'est bien, vous dites, voilà, moi j'ai eu ce patient, j'ai réussi à faire une lignée et j'étudie la radiosensibilité. Mais le problème, c'est que vous avez, vous seul, ce patient et vous ne pourrez pas le comparer avec d'autres labos. Ça, c'est un problème. Les greffes orthotopiques, le plus souvent dans des zones qui sont non accessibles au niveau cutané, le plus souvent dans des pancréas, dans des prostates. On essaie de mettre dans des endroits particuliers, dans la zone d'intérêt, les tumeurs, et on utilise des colorants pour qu'on puisse voir en imagerie ensuite les réponses. On utilise des souris nude transgéniques ou autres. Là, vous avez une transgénique, c'était une des nôtres, avec une petite tumeur qu'on avait mis sur le flanc. Ce sont des modèles que nude, vous n'avez pas de poils, transgénique, vous avez des poils. Donc n'oubliez pas de les raser, sinon vous verrez rien. Les deuxièmes grands problèmes, c'est les modèles transactionnels purs. Et ça, c'est toutes ces réflexions que je vous donne, c'est pour vous aider à monter vos projets de DEA, de thèse ou même de recherche clinique lorsque vous en aurez besoin. Les modèles transactionnels purs, ils sont un peu plus compliqués. Parce que finalement, on a du mal, il vous faut toute une infrastructure entre le labo et votre service de clinique quotidienne. Vous avez les biopsies ou pièces de résection, et là vous avez toutes les plateformes nécessaires. Bien sûr la NAPAT, on a besoin encore de la NAPAT, même si certains disent que ça ne sert plus à rien. L'analyse génétique, les protéomiques, etc. Donc, avant de monter vos projets, allez voir toute cette plateforme, allez voir tous ces gens, et essayez de vérifier si c'est possible. L'objectif principal, bien entendu, c'est d'identifier des marqueurs ou des voies qui diminuent l'impact de la radiothérapie, et bien entendu, in fine, de les contourner pour radiosensibiliser. Vous allez dire, je vais identifier cette voie, ce marqueur. Si c'est très surexprimé, la tumeur ne va pas répondre, et je vais essayer d'utiliser un antigène ou un anti-voie pour essayer de radiosensibiliser. Mais le grand souci, c'est que tous vos projets vous devront faire prendre en compte uniquement le tissu tumoral. Mais derrière le tissu sain, il va falloir que vous montriez qu'il n'y ait pas également l'interactivité. Alors, juste un exemple. Voilà, ça c'est le suburb de la radiosensibilité. Eric va sûrement vous remontrer cette diapo. Eric Dutch, attention. Avec Eric Dutch, on fait pareil que vous deux, hein, on se pique les diapos. Celle-là était jolie, alors je l'ai piqué. PI3K-AKT, ça c'est le suburb de la radiosensibilité tumorale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'on irradie, on a les récepteurs de cette voie, et toute cette voie qui est déclenchée. Et effectivement, tous les protocoles en cours essaient d'inhiber cette voie. Stéphane est parti, mais son équipe, dans le Vert, a publié l'année dernière une étude extrêmement intéressante. Ils ont utilisé un inhibiteur de PI3K. Ils ont montré que dans un modèle, c'était un modèle de radiorésistance. Et ils ont dit, donc, si c'est radiorésistant, on va bloquer cette radiorésistance en mettant un inhibiteur, le BEZ, peu importe, inhibiteur de PI3K. Et vous avez ici l'association radiothérapie et inhibiteur qui fait mieux que radiothérapie seule ou inhibiteur seul. OK? Donc ça, c'est un exemple très simple. Parfait. Ensuite, on a fait, dans le même modèle, vous allez aller jusqu'à la phase 1. Une fois que vous avez identifié en préclinique une voie, vous allez essayer de la bloquer avec anti-voie, et ensuite vous allez essayer de faire des phases 1 en clinique pour voir si c'est toléré ou tolérable. Et là, vous voyez, on a utilisé un inhibiteur de mTOR, la même voie que PI3K, avec la radiothérapie, et normalement il est utilisé à 10 mg par jour, et en faisant la phase 1, notamment dans la prostate, on a montré qu'on ne pouvait pas dépasser 5 mg. Donc, quand on vous appelle tous les jours pour vous dire est-ce que je peux continuer ce médicament avec les rayons, à chaque fois il faut vous dire est-ce qu'il y a des articles dans la littérature ou des phases 1 qui nous permettent d'accepter ça. Donc finalement, vous voyez que ce n'est pas si bien supporté que ça. La valeur ajoutée d'un médecin-chercheur, que vous allez tous être, parce que c'est votre avenir, ça va être rare que vous soyez que médecin maintenant.
sinon c'est qu'on aura raté notre objectif d'enseignant. Vous avez la recherche clinique, la recherche cellulaire, la recherche moléculaire, les modèles animaux, et vous allez avoir des interactivités tous les jours en essayant de comprendre ce que vous faites. Alors, tout ça c'est facile. Vous avez, ça c'est la radiothérapie et la radiobiologie depuis 15 ans. On cherche un antigène, on trouve un anticorps et on bloque. Très bien. Maintenant, on a complexifié les choses. Et vous voyez ici, ça c'est un des modèles qui est le plus intéressant à mon avis. C'est Torres Roca, qui est de Moffitt Center à Tampa. Et il a évalué, à partir de ce qu'on faisait en fraction de survie à degrés, 34 lignées cellulaires. Et en même temps, il a regardé l'expression génétique et il a modélisé et il a regardé s'il y avait une corrélation entre cette expression génétique et les résultats de la fraction de survie à degrés. Et ce qu'il a fait, il a voulu modéliser pour montrer qu'à la fin, on pouvait avoir un modèle prédictif de radiosensibilité en fonction des lignées que l'on utilise. Très bien. L'objectif, c'est bien entendu de prendre en compte les critères génétiques, les critères de survie, mais également tout le critère tissulaire dont Éric Lartigot a parlé tout à l'heure. Le résultat, c'est ça. Ça veut dire que maintenant, vous allez avoir obligatoirement un réseau de radiosensibilité génétique et qui ne va plus du tout être « j'ai un petit truc, moi je veux faire mon DEA sur cet antigène, sur ce récepteur, et je veux montrer que c'est radiorésistant ». Le problème, c'est que maintenant, tous vos projets, ils vont être écrits sur ce modèle, sur la cartographie génétique et sur la modélisation de vos projets et de vos modèles. Donc, bon courage. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à partir de maintenant, dans les 10 prochaines années, vous ne pourrez plus faire de projet si vous n'avez pas de bioinformatique à côté de chez vous. Parce que sinon, on va vous dire, mais vous ne prenez plus en compte la voie d'à côté, vous ne prenez pas en compte le micro-environnement, l'hypoxie, etc., etc. Vous ne pouvez plus faire un projet uniquement sur un récepteur, étant donné qu'il y a une interactivité en réseau, et ce réseau, il est extrêmement compliqué à déterminer. OK ? Alors, 2020, j'ai mis vers 2020, voilà, tous les projets maintenant en radiobiologie, en radiosensibilité, vont prendre en compte ce réseau de bioinformatique. Alors, les résultats, c'est ça, c'est qu'on va arriver finalement à la personnalisation de la réponse tumorale. Et vous avez tous lu le plan cancer 3, il n'y a pas une ligne de la radiobiologie. Donc, comme depuis 10 ans, on n'a pas attendu le plan cancer pour travailler, on va continuer à travailler. De toute façon, moins on nous regarde, mieux on travaille. Hein. Au moins, on sera discret. Le résultat, c'est que la radiobiologie, faites attention, dès que vous allez soumettre un projet pour une bourse, etc., je peux vous dire qu'il va falloir ramer pour encore être accepté, parce qu'on n'est pas encore à la mode. Mais vous inquiétez pas, la roue tourne, ça reviendra. Hein, Eric, je pense qu'il faut attendre un peu. Donc, la personnalisation de la réponse tumorale. Sur la tumeur, les patients qu'on va identifier radiorésistants, comme on vient de voir, on va essayer d'utiliser des radios sensibilisants. Et les patients pour qui on va mettre en place tout un profil, tout un réseau de radiosensibilité tumorale, on va optimiser la radiothérapie. Vous avez vu tout à l'heure tout ce qu'on peut faire. On va augmenter la dose localement, etc., etc. On va utiliser des moyens radiologiques, des PET pour améliorer les choses. Mais surtout, on va essayer de diminuer les effets secondaires tardifs parce que ces patients ont une probabilité de guérison qui est très, très importante et on verra les effets secondaires tardifs apparaître. Donc, battons-nous pour ces malades en termes d'effets secondaires tardifs. Et battons-nous pour ces malades en termes de radiosensibilisation et de guérison tumorale. Donc il y a encore 2 types de patients et 2 fossés pour lesquels il faut différencier les actions. On ne va pas se battre sur les effets secondaires tardifs là, sachant qu'on ne guérit pas encore certaines tumeurs. Une séquelle à 4 ans d'un glioblastome en place, pour le moment, je ne sais pas si vous en avez vu, mais moi, ça m'est inconnu. Donc, voici les patients qui sont guéris. Et ça, je ne l'ai piqué à personne, c'est une de mes patientes. Hein, donc je peux vous la filer si vous voulez. Cette patiente a été traitée par radiothérapie. Donc vous voyez, on l'a traitée en 2011. 2011, hein, on n'était pas au cobalt, hein, on n'était pas au radium, d'accord. On a une technique extrêmement normale, j'ai envie de dire, à Montpellier. Et donc nous avons un sein. Et nous avons un sein traité.
Et quand la patiente est arrivée petit à petit en consultation, on a senti le vent arriver. Et vous voyez ici une sclérose majeure de l'ensemble du sein. Et elle est venue, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'étais embêté. Voilà. Donc, résultat, on s'est dit, on a des problèmes. Alors, on a des problèmes parce que cette toxicité tardive, je vous rassure, tout ça, c'est avec dosimétrie constante. On a vérifié, bien entendu, tout ce qui s'est passé et on n'explique pas la dose reçue. Il n'y a pas de modification de la dose reçue, donc on est allé voir la biologie. Tissu à renouvellement lent, nous sommes sur des tissus à renouvellement lent, sous-cutanés, graisseux, muscles. Ce sont des tissus qui, au fur et à mesure du temps, et Eric l'a dit, on voit apparaître des effets secondaires, des fibroses et parfois des nécroses. Et j'ai peur pour cette patiente parce qu'il va y avoir des points de nécrose. Et il y en a un déjà, un axillaire, qui commence, un pertuis, qui commence à m'inquiéter sérieusement. Donc on l'a mis sous pravastatine, on va voir si Céline Bourget a raison, mais je suis quand même très inquiet. Donc l'association de tissus, vous verrez en fonction des organes, très peu au niveau du sein, mais au niveau digestif, au niveau des zones où il y a des associations de tissus, que vous aurez des effets secondaires aigus, avec notamment la paroi du type digestif, ou tardifs. Tardif, c'est-à-dire que vous avez des muscles dans certaines couches et vous avez de la muqueuse à un tissu à renouvellement rapide au niveau de la superficie. Donc vous aurez des associations d'effets secondaires et il faudra bien faire la différence. Les lésions histologiques des tissus de toxicité tardive, c'est la fibrose, la nécrose, vous l'avez vu, la fibrose, l'atrophie, les dommages vasculaires. Quand on vous dit dans les papiers, oui, mais c'est très difficile d'évaluer les toxicités tardives, on n'est pas sûr parce que vous dites que... enfin, excusez-moi, mais là, c'est pas compliqué quand même. Donc, on ne parle pas de toxicité de grade 1 avec un petit placard de fibrose de moins de 10%. Là, on parle de toxicité grade 3-4. D'accord ? Donc, il faut absolument travailler sur ces malades, mais le gros problème, c'est que c'est moins de 4%. Voire moins de 3% de nos malades. Donc on n'a pas beaucoup d'événements et c'est très difficile d'avoir des grosses cohortes pour faire quelque chose de statistiquement valable. Alors, ça c'est un point important qu'il faut que vous reteniez, je pense, c'est que lorsqu'on parle de toxicité tardive en radiothérapie, on parle de toxicité tardive tissulaire, je viens de le montrer, mais surtout on parle de toxicité tardive qui persiste dans le temps. Il persiste dans le temps, c'est-à-dire que là c'est des patients de mon essai randomisé et il y a des patients qui ont commencé à monter en toxicité, grade 1, grade 2, et là on s'est dit, on va les coter grade 2. Et finalement, au fur et à mesure du temps, il y a un effet dynamique, et certains patients, ou certaines patientes, c'était un cancer du sein, n'ont pas présenté de toxicité tardive à plus de 24 ou 30 mois. Par contre, certaines, parfaitement pendant le traitement, elles ont parfaitement bien toléré le traitement, et puis au bout de 6 mois, quelque chose commence à apparaître, 12 mois, 24 mois, et ça augmente avec le temps. Ce sont ces patientes pour lesquelles nous nous intéressons dans le programme. Ce ne sont pas les patientes qui font des effets dynamiques, notamment qui ont eu des effets secondaires aigus. Donc, bien différencier quand vous travaillez sur la toxicité tardive, à celles qui ont eu beaucoup d'effets secondaires aigus, et parfois les anglo-saxons appellent ça le consequential late effect, c'est-à-dire qu'on a une correspondance tardive à cause d'une gravité importante aiguë. Si vous faites une nécrose pendant le traitement, vous aurez la nécrose 7 mois après ou 15 mois après. Donc ce n'est pas la même chose. Voir bien vos patients pendant la phase aiguë, bien identifier les effets secondaires aigus, ils disparaîtront. Et certaines patientes vont voir apparaître des effets indésirables à 12 mois, 24 mois. Et là, c'est vraiment la différence. Prenez en compte uniquement ces malades pour travailler sur la toxicité tardive. Le gros challenge, c'est ça. Sites multiples, grades multiples, scores multiples. Donc, on utilise le CTC version 4, 4.0, rien d'autre. On a connu RTOG, on a connu CTC2, Somaland, CTC3. Là, maintenant, dans le CTC4, on n'évalue pas la toxicité aiguë ou la toxicité tardive. On évalue un événement le jour de votre consultation. Et vous le reportez par rapport au temps, au délai, par rapport à la radiothérapie effectuée. Donc vous avez un événement à 6 mois, un événement à 24 mois, un événement à 36 mois, et en fonction du type d'événement que vous décrivez, vous le caractérisez comme aigu ou comme tardif. Mais à 36 mois, c'est obligatoirement du tardif, c'est plus de l'aigu. Donc la définition, elle est beaucoup plus claire, c'est un événement au temps de votre consultation. Ça, c'est le CTC4. C'était pareil pour le CTC3. Le CTC4 par rapport au CTC3, il a fait réapparaître la notion de mort due au traitement, grade 5, qui n'existait plus dans le CTC3. Les facteurs influençants, c'est tout ça, vous l'avez vu, dose, volume, site, fractionnement, étalement, technique. L'âge, ça c'est lié à la technique, et ça c'est lié au patient. Âge, hémoglobine, tabac, diabète, maladie vasculaire, chimio ou hormonothérapie concomitante. Tout ça, c'est écrit dans la littérature.
Donc, si vous faites une étude et que vous voulez dire je veux comparer deux patients, ou en tout cas deux populations, sur la toxicité tardive de ce que j'ai fait, il faut absolument qu'il n'y ait pas de différence sur tous ces critères. Sinon, vous allez en sortir un ou deux, mais en tout cas, vous ne pourrez pas dire qu'il y a une sensibilité individuelle s'il y a un critère qui est confondant parmi ceux qui sont cités ici. Alors, quels sont les enjeux? Ils sont mécanistiques. Notamment, il faut absolument qu'on comprenne pourquoi certains patients sont hyper réactifs. Et vous avez vu que maintenant, de plus en plus, dans les derniers papiers, nous n'écrivons plus hypersensibilité. On écrit hyperréactivité. Pourquoi hyperréactivité? Parce qu'on est en train de changer un peu le paradigme en disant, enfin en tout cas on essaie de trouver, de montrer, de prouver qu'il n'y a pas d'hypersensibilité cellulaire, comme vous avez eu hier comme critère, mais une hyperréactivité tissulaire. Alors probablement qu'il y a une notion génétique dessous, on n'en est pas encore sûr, mais on est en train de travailler dessus. Donc l'hyperréactivité pour nous est un peu plus adaptée à l'hypersensibilité, c'est moins perturbant sur le plan sémantique. Alors le deuxième point, il est technologique. Et on l'a vu, ça va nous permettre d'adapter pour certains patients des techniques, notamment celles qui protègent mieux les tissus sains. Elles sont carcinologiques, ça veut dire que pour ceux qui sont normoréactifs, on va pouvoir augmenter les doses et donc avoir un meilleur contrôle local pour certains malades. Et enfin, médico-économique, et ça c'est vraiment le plan cancer 3, c'est améliorer l'après-cancer, mais en amont, ils ont oublié que 60% de nos malades, 70% étaient traités par radiothérapie. C'est dommage. Donc, les techniques qui sont utilisées, peu de résultats, nombreuses techniques, j'ai marqué. Effectivement, on est dans un concept de radiosensibilité cellulaire, avec tous les tests de clonogénicité, le MTT, l'apoptose, que vous verrez au labo, vous en avez sûrement entendu parler hier, cytogénétique, les dommages d'ADN, l'expression protéique, l'expression d'ARN et les variations d'ADN. Voilà toutes les techniques qui existent. Il y a eu beaucoup d'espoir. Il y a eu beaucoup d'espoir. On a commencé avec les fibroblastes, avec la fraction de survie à degrés, avec la clonogénicité, l'essai de comète, les formations de micronoyaux. Il y a eu des données intéressantes avec des corrélations en disant il y a une corrélation entre certaines fractions de survie et certains effets secondaires pour certains patients, notamment pour ceux qui avaient un grand syndrome d'hypersensibilité, des ATM homozygotes, des P53-, bon, très bien. Dès qu'on a commencé à prendre des grandes cohortes dans la population, traitées, au tout venant, les résultats ont été négatifs, malheureusement. Nécessité d'une biopsie cutanée, ça c'est un des inconvénients du fibroblast. Culture cellulaire et test de clonogénicité demandent des préparations longues. Il faut tout un personnel qualifié et un coût donc élevé. Les résultats n'ont pas été confirmés dans des grandes cohortes. Ça, malheureusement, c'est ce qui est un peu morbide pour un test. Et les hypothèses sont différentes parce que les protocoles étaient différents et les paramètres cliniques étaient très variables. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, sur l'arbre des décisionnels, sur tous les tests que je vous ai montrés, finalement, c'est en rouge. On n'a pas eu de confirmation sur des grandes cohortes de la littérature. Donc, pour le moment, les fibroblastes, notamment la SF2, n'a pas été validée, en tout cas, n'est pas utilisée en pratique. Peut-être qu'on y arrivera un jour, mais pour le moment, on n'y est pas. Les lymphocytes, en termes de clonogénicité, ça a été la même chose. Ça a été très bien pour certaines petites cohortes. Ça a été très bien si on utilise des micronoyaux, quoique les lymphocytes meurent plus par apoptose plutôt que par mort mitotique, comme vous savez ça maintenant. Et donc, les micronoyaux ne sont peut-être pas très adaptés pour les lymphocytes. Les délétions chromosomiques acigrées, également, ont été utilisées comme marqueurs. Ça a été de la radiobiologie dosimétrique. Et le problème, aucune validation à grande échelle également dans la littérature. Donc peu de reproductibilité, encore trop long. Et donc on est parti sur un autre type de mort sur les lymphocytes, qui était la façon de mourir des lymphocytes préférentiels, qui est l'apoptose. Et donc on va voir les avantages et les inconvénients également de ce test. Les lymphocytes de type apoptotique, une simple prise de sang, irradiation in vitro, ex vivo, d'un tube, 8 Gray versus 0 Gray, donc une irradiation sham irradiation, je ne sais pas comment on dit en anglais, masquée, en tout cas comme si on faisait l'irradiation. Culture cellulaire pendant 48 heures, et on dose le taux d'apoptose lymphocytaire radio-induit, à 8 Gray versus 0. Très bien. Donc, des expériences précliniques, des expériences rétrospectives et expériences prospectives, avec les premiers papiers qu'on avait fait avec Lausanne, avec Mahmoud Hossein, et ce qu'on a montré à ce moment-là, en 2005, c'est que les patients qui avaient beaucoup de toxicité, supérieure ou égale à grade 2,
étaient des patients qui avaient peu d'apoptose lymphocytaire radio-induite. Très bien. Bon, je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, on attendait l'inverse. Et on n'a absolument pas compris ce qui nous arrivait. Très bien. Ce qu'on sait, c'est que c'est rapide, c'est peu onéreux, il n'y a pas besoin d'expertise, hein. Il faut analyse d'un fax. C'est standardisable. Ça a été validé sur 399 patients en prospective, très bien. Et il y a eu maintenant, depuis, des validations sur des cohortes indépendantes. Il y a eu les Espagnols et les Canadiens, qui ont exactement montré la même corrélation sur leur population. Il y a notre étude à Montpellier. Lorsque je suis rentré de Lausanne, on a fait une deuxième étude pour vérifier. Le grand point que l'on attend encore, mais on a des signes très positifs sur la population saine, sur les 500 malades, c'est la validation multicentrique du PHRC qu'on a monté. Il y avait Lille, Nantes, Créteil, enfin plusieurs centres qui ont participé au PHRC. Et donc il y a 500 patients cancer du sein et il y a 380 patients cancer de prostate. Et donc évaluation prospective de la toxicité à long terme. Donc on va avoir les résultats du sein. On a déjà les premières données. On va avoir la confirmation en septembre. Donc les lymphocytes, il y a quand même des questions de ce test. Le lymphocyte peut-il représenter tous les tissus sains? C'est une vraie question. Est-ce que c'est un simple miroir du tissu sain? C'est possible. Ou est-ce qu'il y a des facteurs confondants? Est-ce qu'un test in vitro à 8 degrés peut-il représenter une séance à 2 degrés? C'est une vraie question. L'apoptose est-elle vraiment importante car très spécifique de certains tissus comme les lymphocytes? D'autres tissus n'ont pas la même réaction lorsqu'on fait une irradiation localisée. Et est-ce qu'on sous-estime le taux d'apoptose par un biais technique, notamment ceux qui ont peu d'apoptose? Alors, pour le moment, même si on ne comprend pas grand-chose, les anglo-saxons, quand on présente notre test, ils appellent ça le black box, c'est-à-dire que, bon, très bien, c'est bien, ça marche, mais on ne comprend absolument pas ce qui se passe. Mais tous les essais prospectifs avec des cohortes un peu plus importantes, à chaque fois, retrouvent la même chose. Donc, il faut qu'on commence, et on a déjà commencé à travailler. Je vais vous montrer quelques exemples. Le troisième point, c'est l'approche candidat. Et là, vous verrez dans tous les labos et dans tous vos projets, dans toute la littérature, quand vous allez lire les papiers maintenant, c'est on prend une simple mutation qui a été identifiée, rare et unique, souvent ATM, souvent SOD, souvent TGF-bêta, sur un des polymorphismes, et on dit on va rechercher s'il y a une corrélation avec une toxicité tardive. Les gènes candidats les plus recherchés sont sur la réparation des dommages, sont sur le stress oxydatif, sont sur la réponse inflammatoire. Ce qu'on sait, c'est que ça nécessite de connaître la biologie et le génotype de la maladie dans laquelle le gène étudié est impliqué. Donc, ce n'est pas évident. Le problème, c'est qu'il y a eu une grande étude de validation indépendante de ces polymorphismes, notamment pour le TGF-bêta, et cette étude est ressortie négative. C'est Gillian Barnett qui a publié ça dans Lancet Oncology en 2012. Donc, grand coup de batte de baseball sur le SNP, notamment sur certains points de certains gènes de polymorphisme. Donc là, en rouge, un polymorphisme unique, identifié, comme étant capable d'être prédire, est ressorti négatif. Enfin, protéine candidate, exactement pareil que pour la génomique, mais pour la protéomique. Et là, il y a peut-être une protéine qui est identifiée, qui est intéressante. Pour le moment, je l'ai cerclé de rouge parce qu'on n'est pas sûr, mais les premières données commencent à être également négatives. Donc, il nous reste dans la littérature, et ça c'est le plan cancer, séquençage, 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 séquençage. Donc, si vous voulez faire un projet de radiobiologie, il faut séquencer. Donc, séquençons, et ça a commencé. Ça s'appelle le GWAS, Genome Wide Association Studies, c'est les tissus sains. Uniquement les tissus sains, c'est l'analyse génomique et pas génétique. Donc on est en train de rechercher des variants particuliers sur l'ensemble du génome, mais c'est une approche extrêmement empirique pour identifier tous les allèles à risque. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas, on n'a pas la connaissance préalable dans la position ou la fonction du gène. Donc on n'a pas du tout la notion, quand on fait du GWAS, on n'a pas du tout la notion d'une radioinduction ou d'une voie qui est intéressante ou impliquée dans la radiothérapie ou dans les voies de radioinduction. Donc c'est un coût élevé, mais ça peut être intéressant. Il y a déjà un premier papier qui vient de sortir qui a été publié par Sarah Kearns dans le rouge et qui montre que, par exemple, vous prenez une population de patients qui ont une dysfonction érectile. Je vais vous montrer un petit peu le problème de ça. Pour un cancer de prostate, c'est très intéressant parce qu'il y a 909 000 SNPs testés, quand même. Et la plus forte corrélation, c'est
la présence d'un polymorphisme sur un SNP qui est associé au gène du récepteur de la FSH. Bon. Essayer de corréler la dysfonction érectile avec un gène de FSHR, notamment après radiothérapie. Est-ce que la radiothérapie localisée, prostatique, entraîne un effet secondaire sur la dysfonction érectile, surtout chez les patients qui ont un polymorphisme du récepteur de la FSH? Voilà ce que donne GWAS. Et après, tu te démerdes pour l'interpréter, hein, et tu essaies de le publier. Donc, il va falloir avoir raison gardée de GenomeWAS. Ça peut être intéressant, mais il va falloir quand même, petit à petit, on est en train de recentrer, une fois que vous avez fait le séquençage de tout le génome, on le recentre et on reprend certains gènes candidats qu'on avait déjà identifiés, mais on n'est plus à un individuellement, mais on est à plusieurs. Voilà. Donc, résultat, pour le moment, on en est là. Je n'ai pas contouré les résultats, ni rouge, ni vert, parce qu'on commence à peine et ça séquence. Alors, je vais terminer par essayer de comprendre un peu. Vous avez une zone qui est irradiée. J'ai mis so what. Vous avez une zone qui est irradiée. Vous avez une réparation tissulaire à plus ou moins long terme. Vous avez une rotation le long du cycle de réparation. On est dans le tissu, hein. C'est pour ça qu'on est en réactivité et on n'est plus en radiosensibilité propre cellulaire. Vous avez ici un moment clé où certains patients vont avoir une réparation ad intégrome du tissu et certains patients vont switcher vers le phénomène fibrotique. Et la grande question, c'est quel est le facteur ici qui fait basculer certains patients là ou là? Pourquoi la patiente que je vous ai montrée tout à l'heure est allée là? Pourquoi? La grande question est là. Et donc, on est en train de... Et ça, c'est le programme de notre CIRIC, de notre programme de radiobiologie à Montpellier, c'est d'essayer de trouver quel est le facteur qui fait changer la voie, comme la voie de train, en disant, toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite, quel est le facteur qui fait modifier la voie de réparation? On ne travaille pas du tout sur la fibrose. Ça, c'est l'IGR, c'est tous les gens, nos amis de la fibrose. Et on travaille uniquement sur cette voie de polymorphisme. Alors, juste un mot pour terminer, parce que je pense que c'est important. Vous avez vu tout à l'heure que le test apoptose, les patients qui ont plus de 16%, je vous ai dit, n'ont jamais de toxicité. La valeur prédictive négative est excellente, 99%. Monsieur, madame, si vous avez un taux d'apoptose élevé, on est sûr avec 99% d'exactitude que vous ne ferez jamais de tox. Ça, c'est super. Très bien. Le gros problème, c'est des patients qui ont un taux bas d'apoptose. On leur dit, vous êtes à risque de tox, mais on n'est pas sûr que vous en aurez. Donc, vous avez une valeur prédictive positive qui est de 20%, parce que certains qui ont un taux bas d'apoptose ne feront jamais de tox également. Donc la grande question, c'est d'améliorer cette valeur prédictive positive et d'essayer de dire, les patients qui ont un taux bas et qui ne feront jamais de tox, de trouver un marqueur pour les remettre ici. Et de garder uniquement ceux qui ont un taux bas et qui feront la tox. Et donc de discriminer la sous-population. C'est ce que nous avons fait avec la protéomique quantitative, avec du Malditov. On a pris, je vous rappelle, taux bas, tox ou pas tox. On veut améliorer la valeur prédictive positive. Donc on a pris les deux patients avec la toxicité les plus importantes à taux bas d'apoptose et les patients qui n'ont pas de toxicité et qui ont aussi un taux bas. Et ce qu'on a montré, c'est que les patients qui ont un taux bas et qui ont des tox ont 5 protéines caractéristiques. 5 protéines caractéristiques, donc presque toutes sont dans le métabolisme. C'est pour ça qu'on parle d'hyperréactivité. Et on a voulu confirmer avec un set de validation. Je vous rappelle qu'on n'a pris que des patients des essais prospectifs, donc on a des data cliniques qui sont propres, enfin on espère. 18 patients supplémentaires. On a pris les patients qui ont un taux bas, moins de 5%, moins de 16%, 5 avaient des tox, 5 sans tox. Et on a pris des patients avec un taux élevé qui, bien sûr, par définition, n'ont pas de tox, d'après les résultats. Et on a essayé de vérifier ces protéines. Voici le Western blot. Le Western blot des patients qui n'ont pas de tox et les patients qui ont des tox. Et donc, vous avez les 5 protéines ici qui sont extrêmement surexprimées. Et les patients qui ont un taux élevé d'apoptose et qui n'ont pas de tox ont presque le même western que celles qui ont un taux bas et qui n'ont pas de tox. Donc finalement, on a les deux mêmes populations là, mais elles sont mal discriminées par le test apoptose. Donc les protéines améliorent la valeur prédictive positive. Je termine par là. Vous avez une induction par la voie TGF-bêta avec un modèle de l'IGR en collaboration avec Eric Deutsch et de Marie-Catherine Vosnin, qui est maintenant à Lausanne, mais bon, c'est pas grave. Fibroblast, induction de TGF-bêta, myofibroblaste pathologique. Très bien. On a regardé lorsqu'on fait une induction en TGF-bêta, vous avez les 3 protéines que nous avons retrouvées chez les patients dans les lymphocytes qui sont surexprimées. Et vous avez exactement la même chose lorsque vous faites une irradiation à 8 cré.
Donc dans le modèle de je vais me transformer en fibrose, en myofibroblaste pathologique, les protéines sont surexprimées, en tout cas sont dans le système de dysrégulation. Donc lorsqu'on silence ces protéines, on retrouve une hyperaccélération de ces myofibroblastes. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, dernière diapo. Les hypothèses, elles sont là. Vous avez ici deux hypothèses. Soit les patients, vous irradiez, vous entraînez une augmentation des ROS et vous avez une hyper-augmentation des ROS intramitochondriaux. Les ROS sont dans les mitochondries. D'accord? Donc, ce qu'on est en train de chercher, c'est est-ce qu'il n'y a pas un polymorphisme ou un facteur particulier pour certains patients qui les relarguent très rapidement dans le cytoplasme. Et certains patients, par contre, ne gardent leurs ROS intramitochondriaux et ne déclencheront pas d'effets secondaires tardifs. Ou alors, vous avez d'emblée l'hyperexpression par un polymorphisme de nos protéines qu'on a identifiées et qui, constitutionnellement, font diminuer le taux de ROS et qui activent une inflammation chronique et donc absence de létalité immédiate, mais par contre, hyper-exagération de l'inflammation chronique. Voilà. Sachez que le protocole européen commence. C'est le protocole FP7. Vous avez plusieurs villes, en tout cas plusieurs facs qui sont organisées autour de cette thématique. Bien entendu, nous sommes avec Montpellier, Manchester, Cambridge, Heidelberg, Leicester, enfin plusieurs villes. Il y a Madrid également, Milan. Et donc, on va essayer sur 5300 patients de vérifier tous ces marqueurs, des marqueurs de radiosensibilité qu'on a identifiés. Ce qui est important, et ça, c'est l'avenir. Nous avons débuté une collaboration avec Phoenix, et donc j'espère que nous, on sera peut-être à la retraite, Eric, je ne sais pas, mais vous allez le vivre. On est en train de construire une puce microfluidique, où là, on fait de l'ELISA et non plus du Western blot, parce que c'est beaucoup plus facile, avec une simple goutte de sang, comme un diabète. Vous avez 200 microlitres ou 400 microlitres. Vous avez une discrimination dans des poches intrapuces. Vous faites une irradiation, vous avez une différenciation. Vous avez une lise de solution pour avoir ensuite la libération des protéines et vous avez une lecture d'ELISA dans le boîtier. Et donc vous pouvez identifier avec un simple boîtier si vos patients seront à risque de toxicité et si elles présentent des protéines, à condition que, bien entendu, on les confirme. Voilà. Je fais la synthèse. Je dis, certaines équipes travaillent sur la toxicité aiguë. C'est probablement un défaut de réparation. Nous, on n'est pas sûr qu'il y ait un défaut de réparation chez nos malades. C'est celle particulière sur laquelle on travaille. Mais peut-être qu'il y en a un. On n'a pas encore la réponse. D'autres, comme nous, on est plus peut-être sur une voie de métabolisme. Et là, la série d'appariements que nous sommes en train de monter, c'est avec les patients qui présentent des kéloïdes. Et on est en train de montrer que probablement on a une hyperactivité fibroblastique qui est identique lorsqu'on est en kéloïde ou lorsqu'on est radio-induit. Le lymphocyte est probablement un bon miroir du tissu sain, mais vous avez vu que c'est un test qui a également des défauts et on est en train de l'améliorer pour améliorer notre pratique quotidienne. Voilà, je vous remercie. Tu peux garder le micro, on a encore quelques 2 minutes pour des... Oui, ça va, pas de souci. Non, il n'y a aucun problème, c'est très bien. Vous avez vu que la radiobiologie, ce n'est pas uniquement des courbes de survie cellulaire des années 50, même si on en a largement besoin. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ou des éclaircissements dont vous avez besoin? Est-ce que tu peux t'avancer vers un pupitre où il y a un micro? Parce que nous sommes enregistrés, sans notre consentement, bien entendu, enfin sans votre consentement. Et si nous voulons tous participer à la question, il faut qu'on l'entende. Tu appuies sur le bouton rouge. Oui, bonjour. Et quelle est la relation biologique entre du coup, la résistance à l'apoptose des lymphocytes et la survenue de fibrose sur le tissu sain? Je te prends en thèse. C'est un sujet qui est très bon. Ce qu'on est en train de montrer finalement, c'est que il y a probablement un polymorphisme sur certains lymphocytes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de mourir dû à l'irradiation. Donc ils font très peu d'apoptose. Et que ce soit le lymphocyte ou que ce soit un autre type cellulaire, on s'en fout en fait. On évalue l'apoptose lymphocytaire parce qu'il meurt par apoptose. Il serait mort par accident de voiture, on mesurait le taux d'accident de voiture, ce n'est pas le problème.
Le problème, c'est que sa voie préférentielle de mortalité, c'est l'apoptose de le lymphocyte. Donc, on irradie un lymphocyte, il meurt ou il ne meurt pas, par voie apoptotique ou pas. S'il ne meurt pas de manière immédiate, ça veut dire qu'il a une certaine résistance à l'agression des rayonnements ionisants. On est d'accord? Ça veut dire que si vraiment c'est le miroir du tissu sain, l'endroit où vous allez faire la radiothérapie, vous aurez exactement le même phénomène. S'il y a le même polymorphisme, il est constitutionnel. Donc, vous aurez toutes les cellules du tissu sain qui présentent ce même polymorphisme. Ça, c'est une des premières hypothèses. Et donc, il n'y a pas de capacité de mortalité immédiate. Il y a par contre tout un mécanisme pro-inflammatoire qui va se mettre en exergue et le plus souvent à un état subclinique. Et il faudra un facteur X ou Y pour qu'il devienne à un état clinique. C'est à peu près le même raisonnement que l'effet Ricol. Vous avez probablement vous avez du TNF, du TGF, qui est un état subclinique, et au moindre facteur, vous reprenez une drogue, vous reprenez ce que vous voulez, et le champ d'irradiation se rallume. Et on est à peu près dans le même mécanisme, probablement, c'est ce qu'on veut montrer. Donc, ce qu'on montre avec le test apoptose, en fait, à mon avis, pour le moment, c'est l'incapacité de certains tissus, en tout cas la grande capacité de certains tissus à ne pas mourir de manière immédiate. Il y a probablement de la mortalité, mais elle n'est pas, exclusive, elle n'est pas totale. Et donc, ce qui reste comme tissu va être capable d'engendrer des mécanismes pro-inflammatoires à long terme. C'est ça qu'on est en train de montrer. C'est que s'il y avait eu une mortalité complète et une réparation ad integrum, il n'y aurait pas ce mécanisme pro-inflammatoire chronique qui se déclenche. Et il y a probablement un facteur qui déclenche ça et qui modifie les façons de réparer. La deuxième hypothèse, en plus de celle-là, c'est que le lymphocyte en lui-même, il participe également à la reconnaissance et à la réparation de la lésion. Et là, c'est tout le programme, j'en ai pas parlé, mais il y a un deuxième programme dans le CIRIC, c'est le programme immunologique. Est-ce que le lymphocyte, également, en tant que lymphocyte, participe à cette reconnaissance, à cette réparation des lésions, en tout cas des tissus. Donc, j'espère pouvoir te répondre en 2017, en tout cas, sinon on va se faire engueuler par l'INCA si je ne réponds pas. Eric aussi a un CIRIC et je pense qu'ils nous ont donné un peu d'argent, mais il faut travailler, quoi. Ça c'est sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais tu as vu, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Hein. Il n'y a que les datas scientifiques qui vont appuyer mes propos. Mais on commence pas mal à avoir quelques datas. Vous faites le distinguo assez net entre la toxicité aiguë et tardive. Est-ce que dans vos modèles protéomiques, vous tenez compte de la toxicité tardive, justement due aux conséquences de la toxicité aiguë? Oui, parce que ce sont uniquement des patients des essais prospectifs que je prends. Donc on a des datas cliniques, on a sélectionné, on prend uniquement les patients qui ont une vraie toxicité tardive, qui n'ont pas eu de toxicité aiguë majeure. Il y en a très peu. Parce que c'est probablement pas les mêmes mécanismes qui sont en jeu. C'est absolument pas les mêmes mécanismes, à mon avis. Quand vous faites une nécrose, c'est extrêmement rare. Hein. Tu vois tous les jours des patients irradiés. Il y a très peu de malades qui font une nécrose en cours de radiothérapie. Au bout de 2 degrés, 4 degrés, 6 degrés, si tu vois qu'il y a un trou, tu t'arrêtes tout de suite. Tu te dis, bon, il y a quelque chose. Mais tu as des signes d'alerte. Je ne sais pas si vous en avez parlé déjà. Quand tu es ATM homozygote, bon, tu as quand même quelques télangiectasies, tu as quand même des signes de polymalformation qui sont ailleurs. Tu ne découvres pas un ATM tout d'un coup, quoi. Mais il y a quelques ATM hétérozygotes ou alors des PRB hétéros, des P53 hétérozygotes, des cocaïne syndrome à polymorphisme variable qui peuvent te montrer au bout de 20 degrés, voilà, un truc bizarre. Et là, par contre, moi j'envoie mes tubes à Nicolas Fauré. Parce que moi, je ne travaille pas du tout là-dessus. Parce que là, il a vraiment une expertise sur l'hypersensibilité cellulaire de défaut de réparation qui est extrêmement importante. Mais ce n'est pas du tout, à mon avis, les mêmes malades. Ces malades, ils n'ont rien en aigu. Enfin, c'est normal. Certaines même, c'est la patiente que vous avez vue, là, elle a eu épidermite grade 1, voire 2 au niveau sous-mammaire. Je peux te dire que le dossier, on l'a épluché. Si en sous-mammaire grade 2 pendant le traitement, réparation ad integrum, à 6 mois, elle était très bien. Et à 12 mois, elle a commencé à avoir des douleurs inflammatoires dans son sein. Et c'est parti. Donc vraiment, c'est bizarre, quoi. C'est pour ça que je pense que c'est des malades différents. Ou alors, c'est des polymorphismes identiques avec une expression variable. C'est possible. Mais là, on va le voir rapidement. Et à ce moment-là, on reviendra sur la notion de polymorphisme génétique à expression variable. Peut-être. Microphone, s'il te plaît, Eric. Aucun traitement. Aucun traitement. Parce que c'est incroyable, hein. Pardon. Eric, prends le micro parce que...
Je disais que l'image de ce sein, ça ressemble à un Ricol Effect. Ouais, tout à fait. Donc je me demandais si elle avait eu une C'est thérapeutique dessiné quelconque. exactement Ah oui, comme, il y a c'est au cordeau. Ouais. Donc ça ressemble. Donc la question était, est-ce qu'elle a pris un traitement quelconque? Non. Est-ce qu'on a introduit une nouvelle hormono ou des choses comme ça? Non, ça n'a pas bougé. Par contre, ce qui vraiment est un signe indirect que ce ne soit pas un effet Ricol, c'est que la corticothérapie ne change rien. Non. Souvent, ça s'améliore pas mal. Parce que souvent, on peut rechallenger même après sous corticoïdes. Vous savez tous ce qu'est un effet Ricol? Oui. Vous savez Rappel. Qui sait ce que c'est? Bon, qui ne sait pas? D'accord? Ouais, c'est vrai. En fait, vous me laissez parler tout seul, quoi. C'est ça? Alors, 2005, Azria et al. Non, je plaisante. L'effet Ricol est un effet qui est un effet sublatent, chronique, qui, à partir de certaines lésions aiguës, ce qu'on vient de dire, qui apparemment ne montrent pas grand-chose, vous avez des réparations, ou en tout cas des phénomènes tissulaires qui ne sont pas très visibles après l'irradiation. Ça se passe très bien, tout le monde est content. Et vous avez probablement des sécrétions de TNF, TGF, des cytokines, mais toujours à un seuil infraclinique, qui va être mis à un seuil clinique où vous allez voir des symptômes lorsque vous allez réintroduire certains produits ou certaines expositions, notamment aux UV. Et donc vous avez toutes les drogues en gros qui ont été incriminées. Une des caractéristiques de mes patients, c'est un patient qui fait du bateau. Et oui, on est à Montpellier, hein, on n'est pas à Rouen. Donc nous, on fait du bateau. On fait beaucoup de bateaux sur la Manche. Oui, c'est ça. Et là, il y a des ultraviolets. Ouais, mais là, ça bouge. Hein. Et résultat, ce patient, il prend un coup de soleil au niveau du visage et il vient me voir le lundi. Il vient me voir le lundi avec le champ d'irradiation au niveau de sa prostate. Allumé, mais rouge écarlate. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris un coup de soleil, il avait pris un bon coup de soleil. Et donc les UV ont rallumé les phénomènes inflammatoires qui ne se voyaient pas au niveau de cette zone. Vous avez la grosse description, ça a été l'adréamycine, ça a été le tamoxifène, ça a été toutes les drogues, actinomycine D, enfin bon, vous avez tout le truc. Il y a un papier qui va sortir dans Lancet Oncologie avec le nouveau traitement pour la prostate résistance à la castration, c'est le cabazitaxel, où vous avez patient irradié au niveau de la prostate, 5 à 6 ans après, il fait des métastases, il a des résistances à la castration, et on met de docetaxel, puis cabazitaxel, et hémorragie importante, 3 ou 4 patients, hémorragie importante, vésicale, visualisation par cystoscopie, et vous verrez dans le papier, il y a la vessie, où on voit en endoscopie l'état de la muqueuse, sanguinolente de manière très importante, et en plein champ de la radiothérapie prostatique. Et donc, probablement un effet Ricol des muqueuses. Voilà. On va peut-être aller faire la pause parce que le sujet est passionnant. Je vous invite, pour ceux qui ont encore des questions, à aller prendre le café avec David et à le taquiner. On reprend à 11 heures. Vous pensez que l'escalier étant un peu limité, à remonter rapidement?